Nous sommes rejoints à l'instant par Charles Sapin, journaliste politique au Point. Bonsoir. Nous sommes rejoints par le député Alexis Corbière, député Nouveau Front Populaire de Seine-Saint-Denis. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vient d'entendre un ministre de l'Intérieur démissionnaire qui dit ce serait un peu incongru que je ne sois plus là parce que, vous avez entendu son propos, il est assez fouillé. Hein. Il dit parce que le pays est à droite, d'une part, et parce que même les gens qui votent à gauche sur les questions de sécurité intérieure sont pas si à gauche que la gauche. Oui, bah là on voit tout à fait un ministre de l'Intérieur démissionnaire qui, d'une part, a envie de rester ministre de l'Intérieur et qui joue le rapport de force. Qui pose fermement ses conditions. Exactement. Ce qui est quand même un peu nouveau. Qui est poser un rapport de force à la veille d'une constitution d'une équipe gouvernementale, parce que il a bien compris quelque chose, c'est que François Bayrou, son objectif, en tout cas là, ce qu'il essaye de rechercher, c'est de poursuivre, de parfaire le rêve macroniste du en même temps, c'est-à-dire à la fois de la gauche, à la fois de la droite, allant même au-delà du bloc présidentiel, donc c'est-à-dire reprendre cette majorité Barnier en l'élargissant sur la gauche. Le problème, c'est que c'est très compliqué, parce qu'on assiste à une repolarisation politique, et en fait, les concessions qu'il faudrait pour que la gauche participe au gouvernement, que ça soit sur l'immigration, que ça soit sur le terrain fiscal, fait fuir la droite. Et de l'autre côté, si vous maintenez des ministres de droite type Bruno Retailleau en leur gardant leur fiche de mission telle qu'elle a été négociée au moment de la constitution du gouvernement Barnier, bah vous faites fuir la gauche. Donc là, Bruno Retailleau essaye de poser en fait son rapport de force, ses lignes rouges sur le fait de dire, moi je veux rester ministre de l'Intérieur, mais pour faire un travail de ministre de l'Intérieur. Sauf que vous venez de le dire vous-même, c'est qu'il est lui-même une ligne rouge pour la gauche. Exactement. Il est lui-même une sacrée ligne rouge. Et d'ailleurs, notamment, pour une personnalité que François Bayrou ne désespère pas d'attirer dans son gouvernement, qui est François Rebsamen, qu'on connaît bien pour être maire de Dijon. Et ça va être la première étape, de convaincre des personnalités de gauche de rejoindre le gouvernement. C'est pas impossible, Michel Barnier l'avait déjà fait avec Didier Migaud. Puis après, il y a une seconde étape beaucoup plus difficile, c'est réussir à transformer ce ralliement de personnalités de gauche en un soutien ferme d'une partie de la gauche. Je pense au Parti socialiste. C'est tout l'intérêt de cette réunion demain qui va être très animée. Alors, typiquement, Natacha Polony, vous disiez, l'idée demain, en fait, c'est de mettre tout le monde autour de la table sur les grandes priorités pour la France, les grands dossiers des prochains mois. Enfin, sur la de tenir, on va dire. Oui, mais sur la sécurité, par exemple. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très intéressant la façon dont Bruno Retailleau pose le problème. C'est-à-dire la question, ça nous renvoie à la question de savoir ce qui est de droite et ce qui est de gauche. Pourquoi ? Parce qu'il utilise un argument qui est malin, de mettre en porte-à-faux les partis de gauche en disant leurs propres électeurs. C'est vrai, les sondages le montrent, les électeurs de la gauche réclament une régulation des flux migratoires et réclament de la sécurité. Plus de fermeté. Ce qui n'est pas représenté dans les partis pour lesquels ils votent. Pourquoi ? Parce que c'est une question d'arbitrage des gens. C'est-à-dire que vous avez des gens... En fait, on a le droit de vouloir de la justice sociale, combattre les oligarchies qui en gros s'approprient le bien commun, et en même temps d'avoir de la sécurité, d'avoir une régulation de flux migratoires excessifs, de l'intégration, parce que la sécurité, c'est aussi la protection pour les plus faibles et pour ceux qui justement n'ont que l'État pour les protéger. Et je pense que les Français, en fait, demandent ça, c'est-à-dire ils veulent plus de justice sociale. Les Français de gauche. Non. Oui, mais aussi les Français de gauche. Pardon, mais pas. Vous interrogez des Français, je ne sais pas s'ils sont à droite, s'ils sont à gauche, mais ils vous réclament de la justice sociale. Oui. Mais ils vous réclament aussi de la sécurité. Et en fait, le problème, c'est qu'ils se retrouvent face à une offre politique clivée. Et je crois que ça explique les 3/3 qui existent à l'Assemblée. C'est que vous avez 2/3 qui ont un problème avec le fait qu'on oublie les questions de sécurité et d'immigration. Vous avez 2/3 qui ont un problème avec le fait qu'on oublie totalement la justice sociale. Et vous avez 2/3 qui ont un problème avec le fait que la conception de la France est totalement recroquevillée et sur des bases qui ne sont pas des bases universalistes. Voilà, sur ce point, il me semble que c'est ça l'explication. Alexis Corbière, ça ne devrait pas, si je vous suis bien, ça ne devrait pas être totalement aberrant d'imaginer qu'au sein même du gouvernement, il puisse y avoir une personnalité comme Bruno Retailleau et une personnalité de gauche comme François Rebsamen. Et pourtant, ça semble impossible. Je ne suis pas certain qu'Alexis Corbière considère François Rebsamen comme une personnalité de gauche. Il est macroniste. Il est macroniste, voilà. Il l'est depuis le début. Il a été de gauche, il a même été trotskiste. Bon.
Vous dites pas que c'est un trotskiste qui rentre au gouvernement. Mais maintenant, il l'est plus. Okay. Mais, non, donc, mais je veux dire... oublions l'exemple François Rebsamen. Mais le propos de Natacha Polony est très intéressant parce que c'est le cœur du problème. Je respecte François Rebsamen. En plus, il y a des problèmes de santé. Vraiment, ça me fait plaisir qu'il retrouve l'activité. Mais j'espère que personne ne croit, par rapport au débat qui est en cours, que l'entrée au gouvernement du macroniste François Rebsamen signifie qu'il y a un élargissement politique de ce gouvernement. Non. Il y a un effet de communication. Je vais vous dire même une chose. Même chose pour Moscovici. Si la seule chose qu'ils arrivent à trouver, c'est François Rebsamen, c'est dire quand même il y a vraiment rien en stock. D'accord. Donc après ce que vous dites, cher Charles Sapin, ça n'existe pas. Personne de gauche. Non mais je veux dire. C'est vraiment. Personne ne va pas très sympa de tourner les choses comme ça. Il y a rien en stock. Enfin Mais c'est-à-dire que si. Ce qui est pas très sympa, c'est de faire croire. Pas très respectueux, quoi. Non, ce qui est pas respectueux, c'est de faire croire que l'entrée au gouvernement de François Rebsamen, très bien. Qui est un macroniste, serait un signe en direction des électeurs du NFP de gauche. Ça, c'est méprisant. C'est méprisant pour les gens. Je vais vous dire, vous parlez simplement, c'est les prendre pour des idiots. Parce que François Rebsamen, il a ses qualités, il a ses défauts, je ne le juge pas, c'est un homme qui a une trajectoire, mais il a le droit de rejoindre Emmanuel Macron, mais ça fait un petit moment, et je répète depuis 2016, qu'il a rompu avec son propre parti, qu'il est en désaccord avec ce que fait la gauche, évidemment en désaccord avec le nouveau Front Populaire. On en parle sérieusement. Il y a 10 millions de gens qui ont voté à l'occasion des dernières élections législatives. Nouveau Front Populaire, ça existe. On peut les respecter, d'accord? La question c'est, est-ce qu'éventuellement dans ce que voudrait faire M. Bayrou, il y a des éléments politiques qui sont l'expression de cette volonté, et est-ce qu'éventuellement il y a des femmes et des hommes qui l'incarnent? À ce stade, du point de vue de ce qu'il veut faire politiquement, il y a Walou, comme on dit de l'autre côté de la Méditerranée, zéro. Et du point de vue des hommes, vous me citez un homme, là encore, je veux dire, qui n'incarne absolument pas ça. Alexis Corbière, excusez-moi, vous n'avez pas le monopole de la gauche? Et c'est vrai qu'il y a une proportion d'une partie de la gauche, notamment la France Insoumise, qui, à partir du moment où vous êtes en désaccord avec eux, vous êtes plus de gauche. Donc forcément, c'est très simple. Mais à partir du moment où il y a des gens qui sont d'une autre conviction que la vôtre sur l'opportunité de rejoindre un gouvernement d'union nationale, on l'appelle comme on veut, si à partir de ce moment-là, c'est de l'excommunication de la gauche. Mais pourquoi vous dites ça? Et ça, c'est ce que répète. Attendez, pardon. Moi aussi, j'ai le droit d'être respecté. Pourquoi dites-vous cela? François Rebsamen, je le prends pour ce qu'il est. François Rebsamen est un homme qui a fait un choix il y a 8 ans et c'est respectable. On a le droit d'être macroniste dans ce pays. Il a considéré que son parti, etc., il n'était plus d'accord et il rejoignait la démarche de Emmanuel Macron. Je ne l'insulte pas. Je dis 8 ans plus tard, dire qu'on va mettre quelqu'un de gauche. Il y a une propension à l'excommunication. C'est-à-dire que moi, je regarde les discussions et je vois que là, par exemple, à chaque fois qu'on cite un nom, Bernard Cazeneuve, Bernard Cazeneuve, mais ça fait longtemps qu'il est plus de gauche, il a jamais été de gauche, etc. À chaque fois qu'on cite un nom, du moment que j'observe que même Bernard Cazeneuve n'entre pas au gouvernement. Non mais Bernard Cazeneuve, attendez. C'est autre chose. Moi, je vais vous dire les choses. Non, soyez rigoureuse et vous êtes rigoureuse, Natacha Polony. C'est problématique. C'est pas vrai ce que vous dites. Ça, c'est le récit qu'on veut en faire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas mon discours. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne lance pas des excommunications. Je n'insulte personne. Bernard Cazeneuve est un autre type de gauche. D'accord? Moi, je dirais pas qu'il est pas de gauche parce que là, on rentre dans un débat sans fin. J'observe que Bernard Cazeneuve, lui, a fait un choix politique stratégique de considérer que ce qui était le regroupement nommé Nouveau Front Populaire, il était en radical désaccord. Et donc je trouvais cocasse que lorsque nous parlions à un moment donné du fait qu'il puisse y avoir l'expression du fait que le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête, que le nom qui revenait était précisément un homme, et c'est respectable, même si je suis en désaccord, était radicalement en désaccord avec le NFP. Je trouvais que c'était un peu, si vous voulez, quand l'Olympique de Marseille cherche un capitaine, aller chercher quelqu'un du PSG, c'est un peu bizarre. Alexis Corbière, c'est ça que je disais. Et pour autant, ça reste des footballeurs. Je me fais comprendre. Juste une question. Vous êtes en train de nous dire donc que pour respecter, et c'est vrai que c'est nécessaire de respecter les électeurs du Nouveau Front Populaire qui ont adhéré, parce qu'il y a eu un élan, une dynamique pour le Front Populaire, c'est indéniable. Mais vous êtes en train de nous dire que donc pour les respecter, il ne faut pas nommer une personnalité qui n'a pas été dans le Nouveau Front Populaire. Très bien. Mais alors, y a-t-il une personnalité du Nouveau Front Populaire qui accepterait d'entrer dans ce gouvernement pour justement montrer que les électeurs du Nouveau Front Populaire sont respectés ? Parce que sinon, si vous nous dites qu'il n'y a personne qui rentre, mais si on ne fait pas rentrer quelqu'un, on n'est pas respectueux, là, il n'y a pas de solution. On parlait du poste de Premier ministre. Non, le Premier ministre, il est choisi. Il n'y aura aucun ministre de gauche du NFP qui ira dans le gouvernement de François Bayrou. Et la réunion de demain. Pourquoi? Alors, je vais dire pourquoi. Pas par sectarisme. C'est que François Bayrou va mettre en place une politique conforme à ce qu'il est lui aussi, d'accord? Comment dirais-je, l'éléphant, c'est pas transformer un hippopotame dans la nuit. François Bayrou est un homme très cohérent, très construit. J'étais
j'étais étudiant, je manifestais déjà contre lui en 94. Donc très bien, il va mener une politique conforme à ce qu'il pense, globalement dans les clous de ce qu'il a dit. Visiblement non, parce qu'il va être obligé lui aussi d'avaler des couleurs. Parce Vous que n'en savez ça attendez, moi, les ministres de droite vont avaler des couleurs moi, je peux aussi. vous dire le récit que m'a fait ma présidente de groupe sinon, ça tient pas. quand les écologistes ont rencontré M. Bayrou, d'accord, et y compris les éléments qu'on a pour l'instant sur les marqueurs même. Nous, on a pour cadre le programme Nouveau Front Populaire, mais nous mettons quelques points en avant. Vous le savez, l'abrogation de la retraite, avancer. Bon, là-dessus, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. La réalité, si vous permettez, Natacha, les amis, la réalité, c'est qu'il y a un gouvernement avec que le Nouveau Front Populaire. Charles Sapin, rendons grâce. Non, mais attendez, on oublie quelque chose, c'est les élections. Il a quand même été battu, François Bayrou, aux élections. Et rudement. Rendons grâce. Ça ne change pas une réalité arithmétique que vous n'avez pas de majorité non plus. Charles Sapin, rendons grâce à Corbière sur un point. La réalité, c'est que nous avons tous l'illusion qu'il va y avoir des glissements de la droite du Nouveau Front Populaire vers la Macronie et que derrière ces appels du pied que fait François Bayrou et que faisait également Michel Barnier, il y avait probablement la possibilité d'un avenir avec des socialistes qui se décrocheraient du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. La réalité, c'est qu'ils sont beaucoup plus homogènes que nous l'imaginons au Nouveau Front Populaire. On passe notre temps à dire, regardez, ils sont sous la tutelle de Mélenchon, ils ont envie de s'affranchir. C'est faux. Ils ne s'affranchissent pas. Sur la censure, il y a eu un député socialiste sur 66 qui a voté la censure. Alors je vais vous dire, il y avait une voix. En fait, et d'ailleurs, et c'était le sens de toute la participation. Donc il y avait une voix. Attendez. Une seule voix. Non, mais il n'y a pas de porosité. Le Nouveau Front Populaire est beaucoup plus homogène que nous ne l'imaginons. Alors, Éric, je vais juste expliquer quelque chose. C'est que au lendemain de la chute de Michel Barnier, il s'est passé quelque chose. Et d'important, c'est que contrairement aux autres forces du Nouveau Front Populaire, le Parti Socialiste a bougé. Il n'était plus sur une position de dire « nous ne participerons à un gouvernement Nouveau Front Populaire avec tout le Nouveau Front Populaire que le Nouveau Front Populaire ». Il a ouvert la porte à une participation à une coalition, même s'il ne l'appelle pas comme ça, où on aurait finalement le bloc présidentiel qui ne s'élargirait plus à droite, mais à gauche. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Les propos du premier secrétaire du Parti Socialiste. Jamais. Et si vous voulez, Olivier Faure aurait dit publiquement qu'il était prêt à participer à un gouvernement qui serait pas... Non, mais Charles, je suis d'accord avec Corbière. Ça a été dit, il ne l'a pas dit comme ça. C'est pas vrai. L'idée, il y a eu des discussions. On se met le doigt dans l'œil. Est-ce que je peux terminer ? Olivier Faure. Charles Sapin, terminé votre l'idée, c'était une majorité écologiste, communiste, Parti Socialiste avec le bloc présidentiel qui permettait d'avoir environ 285 sièges et il y avait une majorité. Il y avait une majorité à 2 doigts de la majorité absolue et ça tenait. Ça n'a pas fonctionné. Mais c'était sans participation au gouvernement, c'était une majorité de non-censure, on est d'accord. C'était en cours de discussion. Ouais. Les lignes étaient en train de bouger. Si un Premier ministre de gauche avait été nommé dans ce scénario, mais oui, c'était la condition. Parce que le Parti Socialiste avait mis 2 conditions. Avoir un Premier ministre de gauche et que la politique menée soit une politique de gauche. Et dans ce cas, le Parti Socialiste acceptait de participer à une coalition, même s'il n'acceptait pas ce terme, sans la France Insoumise. Et ça, c'était une rupture par rapport à la position de cet été. Et qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que le président de la République, plutôt que faire avancer ce scénario, a préféré nommer François Bayrou. Pourquoi ? Parce qu'il savait pertinemment... Il n'a pas tout à fait choisi de nommer François Bayrou. Oui, c'est vrai. Il voulait Sébastien Lecornu. On lui a un peu tordu le bras. Parce qu'avec un Premier ministre de gauche, le chef de l'État savait très bien que son bilan allait commencer à être détricoté sous son propre quinquennat. Et alors que c'était une voie valable, qui était probablement la plus stable sur le terrain, dans l'offre, sans doute. Il a préféré bien que vous êtes continuer le en même temps, alors que en même temps, on voit où ça mène. Vous êtes optimiste sur l'arithmétique à l'Assemblée nationale avec un scénario non, mais ce qui était... Mais donc on est revenu à la case départ, si j'ai bien compris. Du fait du président de la République. Donc le scénario François Bayrou n'a pas d'avenir. Mais c'est pas la question. Ça, personne ne peut savoir. En revanche, ce qui me semble important, là, dans la situation actuelle, c'est qu'on est en train de s'obséder, en effet, sur tel ministre doit rentrer. La seule question qui compte pour les Français, c'est quelle politique va être menée. Je vais vous dire une chose. Je pense que... Enfin, j'ai dit tout le mal que je pensais de la réforme des retraites telle qu'elle a été faite. Voilà, le journal que je dirige a lancé une pétition pour demander un référendum. Je crois, pour ma part, que la bonne réforme était une réforme à points. Et que, pas moi, hélas, on ne pourra pas faire une réforme à point pour l'instant. Il ne faut pas rêver. On ne peut faire aucune grande réforme. Ça, c'est pour après. En revanche, là, ce qu'il faut se demander, c'est quels sont les éléments qu'on peut mettre en avant et si vraiment
Vous parlez de la réunion de demain à 14h non, à mais pas Matignon. seulement. Mais lesquelles, La politique, Natacha, pardon, mais lesquelles? la politique à Allons-y. mettre en œuvre, elle doit justement dépasser la question de savoir s'il y a tel ou tel ministre qui rentre. Elle doit essayer de tenir compte des électeurs du Nouveau Front Populaire, des Mais on est électeurs tous du d'accord Rassemblement là-dessus, national. Natacha Mais oui, Polony, mais ça c'est concret. Mais une fois qu'il faut passer aux actes. Une fois qu'on passe aux actes, je prends le sujet que je connais, l'éducation. S'il y a une véritable politique de revalorisation des enseignants qui sont dans un état de paupérisation absolument hallucinant, qui sont moins bien payés que le reste des autres pays. Alors, je suis désolée, une société qui ne paye pas ses professeurs n'envoie pas le message que le savoir est essentiel et que l'émancipation, c'est essentiel. Je ne pense pas que le NFP serait contre une politique de ce genre-là. Et en même temps, si on rappelle que l'école de la République, c'est une école qui cherche l'excellence pour tous, je ne vois pas non plus les républicains dire non. Évidemment, donc, il y a moyen, Natacha, et ça, vous avez ça raison, peut se trouver sur d'autres sujets. Mais Enfin, ça veut dire qu'on ne parle pas des sujets qui fâchent. Donc, par exemple, on ne parle pas du budget. Mais évidemment qu'il va de toute façon, on a besoin d'un budget. Là, vous venez d'être, Natacha Polony, singulièrement dépensière, en disant il faut revaloriser l'école, revaloriser les salaires des fonctionnaires, des enseignants. Bien sûr, il faut. Oui. Enfin bon, et ça va coûter des milliards. Et on n'est pas dans une logique économies dépensière en ce moment. Non, mais même chose, on peut observer qu'il faut également singulièrement augmenter les salaires des infirmières et des soignants, on est tous d'accord. Mais là encore, on est dans une logique dépensière. Commencer à augmenter et c'est pas plus mal. En revanche, il y a des économies à faire et tout ça. Il y aura un débat budgétaire, je pense. On ne sait pas ce qui va en sortir. C'est le plus difficile. Le sujet, c'est pas des économies à faire, c'est est-ce qu'il y a, et il y en a peut-être, mais est-ce qu'il y a une autre cohérence qui consiste aussi fiscalement à voir les choses de manière différente que ce qu'on a vu précédemment. Le problème, la dette s'est creusée aussi parce qu'on a réduit les recettes, que des gens payent moins d'impôts. Est-ce qu'on peut avoir cette discussion? On s'intéresse à la dette maintenant, à la gauche de la gauche, on va dire? Je vous connais votre côté provocateur, je vais rester... Mais sérieux, mais c'est pas le sujet. Pour vous, la dette... Le président Coquerel, président de la Commission des Finances, qui a défendu notamment nombre d'amendements qui amenaient des recettes très importantes et qui offraient même un budget déficitaire, un budget... excédentaire, et qui même faisait passer sous les 3%, ce qui n'était pas le cas du budget Barnier. Sauf que, je conviens, c'était une autre logique fiscale qui consiste à ce que les fortunes amassées sont davantage sollicitées et aussi de remarquer que si nous avons creusé la dette particulièrement, y compris sous l'activité de monsieur le maire et ces dernières années, c'est parce que nous avons réduit les recettes. Ça, c'était Coquerel, ça. Oui, mais ce que je veux pointer par là, c'est que ce débat, il a sa noblesse. Je veux dire, c'est un sujet. Est-ce qu'on pense qu'on ne touche pas du tout aux plus grandes fortunes, pas toucher au Grisby, ou est-ce qu'on pense qu'il faut un système fiscal qui revient par ailleurs à des niveaux de fiscalité qu'on avait par le passé? De ce point de vue-là, M. Bayrou, je le prends au sérieux, il n'est pas d'accord avec ça. M. Bayrou est un homme qui pense qu'il faut réduire les dépenses publiques. Il en fait même une question morale, nous a-t-il dit, sur le perron de Matignon et devant les députés l'autre jour. Donc, et il s'est fait connaître dans ses campagnes de 2007 et 2012 en étant celui qui était déjà pour 100 milliards, me semble-t-il, de réduction de dépenses publiques. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, moi je veux bien, les gens ont leur cohérence. Et c'est pourquoi, vous voulez que je vous dise, ce gouvernement ne durera pas. Ça sert à rien de discuter. Mais si, on peut discuter pendant des heures, si vous voulez, mais au bout d'un moment, il faut se prendre au sérieux. Vous savez, les Français, bien sûr qu'ils disent plein de choses, mais aussi, ils aiment les gens de conviction. Et les Français, ils veulent savoir vers quoi on les amène. Vous disiez, ce gouvernement ne durera pas. Mais il durera pas, il passera pas l'hiver. Je vais vous dire, et je vais vous dire en plus, au-delà du fond politique, Bayrou, contrairement aux attentes, n'est vraiment pas prêt. Je suis stupéfait de la succession de boulettes, d'erreurs. J'ai vu un homme mardi à l'Assemblée nationale, ça m'a impressionné, qui fondamentalement n'avait rien à dire. Rien à dire. Il a l'air paumé. L'erreur de communication et même sur le fond qu'il fait avec le conseil municipal de Pau, et en dit long sur le fait qu'il est resté. C'est un homme, c'est un notable des années 90. Il ne comprend pas. Et il pense même la lettre qu'il fait ce soir. La phrase qui dit « sont invités les partis qui ont exercé des responsabilités » montre qu'il est enfermé dans un entre-soi de notabilité. Pour ne pas dire Front Républicain. Mais qu'il assume. Moi, je préférais quelqu'un qui dise « je n'invite pas le Front National, le Rassemblement National parce que, je n'invite pas la France Insoumise parce que. » Mais il assume même pas, c'est du jésuitisme. Il les invite pas, mais au nom de formulations qui sont un entre-soi de notabilité qui ne correspond plus au monde d'aujourd'hui. Qu'il le veuille ou non, FI plus Rassemblement National, ça fait pratiquement un électeur sur deux. C'est une réunion pour déterminer une architecture gouvernementale. Il sait très bien que ni la France Insoumise, vous venez de le dire, mon billet, je suis pas le premier secrétaire du PS comme des Verts. Il va y participer. Mais les Verts, le PS et les communistes ne participeront pas à la réunion de demain.
un gouvernement Bayrou. Ça n'existe Mais pas. il ne sera pas dit qu'il n'a pas ouvert la porte. Mais on fait de la com, là. Si ce gouvernement ne tient pas, il y a quoi après? Alors, je suis d'accord. C'est ça la question. Il y a Comment on sort de une ça politique profonde. Ce que vous espérez, c'est la démission d'Emmanuel Macron, mais ça ne changera rien. Il n'y aura pas de dissolution. Je vais vous dire. Premièrement, moi, c'est pas que y compris là, je parle comme responsable politique, et ce que je dis à mes amis du Nouveau Front Populaire, qu'on espère ou pas, qu'on accélère ou pas, de toute manière, la crise, on est dedans. Il n'y a rien qui pourra la ralentir. Elle est profonde. Non, mais ça ne. Alors, on n'est pas obligé d'aller au chaos. Mais je ne dis pas que je vais vers le chaos. Je suis même de ceux, si vous m'avez entendu, je ne suis pas un bout de feu comme la France Insoumise. J'explique pas tous les 4 matins. C'est une rupture avec ce que non, mais la question, c'est au-delà de la démission du président de la République, on met cette option de côté. Comment on sort de cette situation? Alors, moi, je pense que déjà, ce que disait Charles Sapin, c'est la cohérence quand même. Il faut revenir. Il y a eu une élection. La dernière élection en date, c'est le mois de juin. Une coalition est arrivée en tête. Je répète que la cohérence et que c'est au sein de cette coalition qu'il faut nommer un Premier ministre. Ce Premier ministre devra travailler dans une assemblée qui ne lui est pas totalement favorable. Donc évidemment qu'il faudra pas tout le programme, rien que le programme. Ça, c'est une erreur et une provocation de la part de Jean-Luc Mélenchon pour bloquer la situation. Par contre, il y a quelques points forts sur lesquels on peut avancer. Je considère qu'au sein de l'hémicycle actuel, y compris, je vais être très franc, en intégrant les voix du RN, il y a une majorité pour abroger la réforme des retraites. Ce sera un signal très fort envoyé au pays, comme quoi il y a quelque chose de nouveau. Je considère aussi, même y compris au sein des macronistes et de l'aile gauche du macronisme, qu'il y a l'espace pour peut-être avancer vers une forme de conférence salariale et avancer sur des questions de salaire, parce que tout le monde observe, et vous l'avez pointé sur la question notamment de certains fonctionnaires ou d'autres, qui a matière aujourd'hui à faire en sorte que le travail paie mieux. On peut avancer sur quelques dossiers, de toute manière. Donc on peut avancer, je ne sais pas si ça durera longtemps. Mais sur les questions qui ne sont pas les vôtres, parce que là vous citez ce qui plaît à votre électorat et à votre cœur de cible, mais sur les questions justement où il y a une majorité de Français qui ne va pas tout à fait dans votre sens. Vous voulez parler immigration? Sur les questions de sécurité. Alors, sur les questions de sécurité, il y a aussi des éléments de baudruche et de débat, parce que moi je veux bien, hein, on en est à quoi? 19 lois sur l'immigration. Parce que c'est quoi la discussion chaque fois? Vous savez, ceux qui parlent beaucoup d'immigration, je vois bien tout à l'heure, vous semblez dire, moi je suis pas gêné. Depuis que je fais de la politique, on n'arrête pas d'en parler. Et ceux qui veulent tout le temps en parler, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des lois et à peine, elle est même pas évaluée que la fois suivante, il faut faire une nouvelle loi. Retailleau, c'est un sabre de bois sur l'immigration. Vous faites quoi? Du coup, vous faites quoi? C'est-à-dire C'est-à-dire, quelle est votre réponse à une majorité de Français qui, aujourd'hui, se disent que sur ce sujet-là, il faudrait avancer la sécurité. Sur la sécurité, les Français, notamment, parmi les électeurs de la France Français Insoumise. ont droit à la sécurité, indiscutablement. Maintenant, le droit à la sécurité... C'est des formules, à gauche, on dit toujours ça. Non, c'est pas des formules. Sur le plan programmatique... Vous voulez que je vous dise? C'est des formules. Moi, je suis député de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, Bagnolet, qui est un des principaux endroits, métro Gallieni, où ce qu'on appelle un four, on vend de la drogue. Je n'ai pas de commissariat de plein exercice. D'accord? Je le demande depuis quelque temps. Vous demandez quoi, hein? Un commissariat de plein exercice. Il n'y a pas de commissariat. Si vous voulez aller au commissariat, vous allez au Lilas, vous allez à Montreuil. Il n'y en a pas. D'accord? Bon, il y a même une petite antenne qui a été détruite, il n'y a plus rien. Et les habitants, quand ils ont un problème, s'ils n'ont pas de moyens... Bon. Donc moi, je demande à ce que j'ai un commissariat qui soit réouvert. Je demande des postes de fonctionnaires de police. Je demande à ce que la police ne travaille pas uniquement comme la BAC qui débarque dans un quartier, mais qu'on ait une police de proximité. Demandez des moyens. Voilà. Et c'est les moyens qui vont régler... Ce que je veux dire, c'est que la police, c'est un sujet, je connais Natacha Polony sur l'école, qu'en fait est un sujet dont il faudrait discuter comme un service public. Moi, je suis pas anti-police, je dis quel type de police, comment elle travaille, quels sont ses moyens. Parce que vous avez une réponse faussement efficace qui consiste à dire faut être dur et qui ne comprend pas que les questions de sécurité se situent dans un ensemble. Et c'est pas naïf que de dire ça. Bien. La police, non mais c'est des sujets. Et donc ceux qui parlent souvent, comme c'est parfois le cas en amour aussi ou d'autres sujets, ceux qui en parlent beaucoup sont pas ceux qui en font le plus en vérité sur ce sujet-là. Moi, ma réponse qui consiste à dire que c'est un tout, sécurité sociale, droit à l'éducation, plutôt que ceux qui détruisent l'école, mais pensent nécessairement par des réponses policières. Merci Alexis Corbière. C'était un moment d'échange intéressant. Vous m'avez fait penser à Jaurès qui arrivait à discourir pendant des heures sans micro. C'est un bon tribun. Là, vous lui avez fait ça. C'est un bon tribun. Jaurès a fait un discours un jour de 12 heures à l'Assemblée nationale. Il allait dormir il a fait une pause au bout de 6 heures. Il est revenu. Et sans micro à l'époque, sans micro. Oui, sans micro. Vous avez bien fait de venir en fait. Merci au député Corbière. Ça fera mes vacances de Noël. Merci au député Corbière. Moi, je partage avec vous une idée, c'est que au niveau Front Populaire, c'est beaucoup plus homogène qu'on ne l'imagine. Ben oui. Voilà. Mesdames, messieurs, dans un instant, nous allons partir à Mayotte.